Bonsoir à tous, bienvenue dans 27. 27, la grande conversation des citoyens européens. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, faut-il craindre un effondrement de nos économies sous le poids de nos dettes? Jamais dans son histoire, l'Europe n'avait cumulé un tel endettement. Près de 13 000 milliards d'euros de déficit, soit 90% de son PIB. Face aux crises auxquelles nous devons encore aujourd'hui faire face, certains voient planer le spectre d'un cataclysme gigantesque, synonyme d'austérité. Une perspective qui effraie les citoyens européens à qui nous avons demandé ce que leur inspirait la dette. La dette, ce sont avant tout des contraintes. Une obligation. Prétexte. Je dirais désespoir, mais je dirais aussi opportunité. Remboursement. Monnaie. Souffrance. Une menace sur l'économie mondiale. Une dette illégitime ou une dette odieuse ne doit pas être payée. Pour en débattre, nous recevons Lars Feld, professeur d'économie à l'université de Fribourg, conseiller du ministre des Finances allemand et libéral Christian Lindner. Il propose un retour à plus de rigueur budgétaire pour éviter à l'avenir d'avoir recours à l'austérité. Historien de la finance et de l'économie internationale, Raúl Pedro Esteves de l'Institut des hautes études internationales de Genève viendra nous rappeler ce qu'a permis la dette publique au cours des siècles et pourquoi il faut défendre ce bien commun loin de toute idéologie. Michelle Murphy est membre de l'ONG Social Justice Ireland. Pour elle, la dette a un coût social et humain. Notre reportage nous conduira en Italie où les entreprises qui ont contracté des emprunts garantis par l'État pendant le Covid sont désormais étranglées par les remboursements. Si l'entreprise ne parvient pas à rembourser ses dettes, elle fait faillite. Elle fait faillite vis-à-vis de la banque. Il faut que ce soit clair parce que la banque peut se tourner vers l'État alors que l'entreprise, elle, ne peut pas le faire. Et enfin, notre grand entretien. Je recevrai Philippa Chatistravrou, la professeure de sciences politiques de l'Université d'Athènes, plaide pour lever les tabous idéologiques autour de la dette et dénonce son instrumentalisation politique. Voilà, c'est le programme de 27 et c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue. Et dans ce débat, comme chaque semaine, Corentin Chrétien de Rose. Alors, vous m'avez écrit, Corentin, Téléotoust. C'est dans quelle langue? C'est de l'estonien. C'est de l'estonien, voilà. Corentin, vous allez nous parler des dates, des chiffres, des données clés et être le rapporteur du débat qu'on a eu en ligne en amont de cette émission. Oui, cette semaine, on a reçu beaucoup de monde, comme chaque semaine. Donc, un représentant des banques polonaises, un économiste allemand ou des activistes grecs et espagnols ayant subi l'austérité de plein fouet. C'est rien de vous dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ensemble, on a essayé de comprendre ce sujet complexe de la dette publique. On a essayé de comprendre ce que c'était et on a surtout essayé de comprendre qui allait la payer. Et justement, peut-on emprunter à vie sans jamais rembourser? C'est un peu la question que vous vous êtes posée en résumant ce débat, Corentin, et c'est votre pourquoi de la semaine. Bob, il aime faire des trucs. Mais les trucs, c'est cher. Alors, il demande de l'argent à Charles. Et quand faut rembourser Charles, il demande de l'argent à Julie. Et quand faut rembourser Julie, il demande de l'argent à Maurice. C'est super simple. Vous trouvez ça trop facile? Pourtant, c'est ce que font nos États depuis le XVIIe siècle. En général, la dette publique n'est pas remboursée. Jamais. À aucun moment. Ce n'est même pas nécessaire. Fin 2021, la dette des gouvernements européens avoisinait les 13 000 milliards d'euros. Pas loin de son PIB. Un record. En France, la dette publique a augmenté de 3000% en 40 ans. Pas grave, c'est Charles et Maurice qui paient, non? En fait, c'est un peu plus compliqué. Vous connaissez ce dicton d'économiste qui dit « There is no free lunch ». Tout le monde va rembourser, personne ne va déjeuner gratuitement. Un mur de dette est devant nous et le problème, c'est qu'on y va à 200 à l'heure. Après 2 ans de Covid et des mois de guerre, l'Europe a vu revenir un vieux serpent, l'inflation à 2 chiffres. Et pour la stopper, toutes les banques remontent leur taux d'intérêt. Concrètement, ça veut dire que Charles voudra moins prêter à Bob. Encore plus concrètement, ça veut dire que bientôt, va falloir payer. Et qui va payer? À votre avis? Oh, vous le savez. Si, bien sûr que vous le savez. Coucou! La question qui paiera, nous, on a peur de la réponse. Toute dette publique est finalement payée par quelqu'un. C'est toujours l'individu, les citoyens, qui portent le fardeau de payer cette dette. Oui, c'est vous. Et si personne ne paie,
les États invoqueront celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort ? Pire, le retour de l'austérité. Coupe budgétaire, blocage des salaires, hausse des taxes. Un moyen radical de remettre les comptes à l'endroit, quitte à mettre les citoyens à l'envers. La Grèce ne s'en est toujours pas remise. Les conséquences des mesures d'austérité, des politiques d'austérité qui ont été imposées à un pays comme la Grèce vont durer pendant des décennies, des mesures qui blessent, qui attaquent les groupes les plus faibles de la population. Ce n'est plus une crise économique, c'est une crise humanitaire. Alors on fait quoi? On réduit la dette, quitte à revenir aux coupes franches et aux licenciements? Ou on annule la dette et on repart à zéro? Mais si on arrête de rembourser, est-ce qu'on nous prêtera encore? Derrière les taux qui s'affolent et les étincelles des marchés, peut-on déjà distinguer les flammes de la prochaine crise? Alors, Lars Feld, je rappelle, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Fribourg, conseiller du ministre des Finances allemand. Est-ce que vous considérez qu'on est des drogués de la dette? Je n'irai pas jusqu'à parler de dépendance. J'essaie toujours de rester un peu plus mesuré. Il est vrai, bien sûr, que l'on est arrivé à un niveau d'endettement relativement élevé. Et avant de se retrouver dans une situation aussi défavorable que la Grèce à partir de 2010, il est nécessaire de consolider à temps les budgets publics, de manière à ce que le taux d'endettement diminue. C'est ce qui compte au final, le taux et non le montant absolu. On voit effectivement aussi que le montant de dette accumulé par les États européens est important, mais entre-temps, il y a eu des crises. La crise du Covid-19, évidemment, la guerre en Ukraine, la crise de 2008 explique en partie cet endettement. Mais même en 2007, la dette atteignait déjà dans la zone euro près de 70% de son PIB. Rui Esteves, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Oui, les nations européennes, au lendemain des Premières et Secondes Guerres mondiales, ont atteint des niveaux d'endettement plus élevés. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, plus de 100% du PIB. Et dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, plus de 200% du PIB. Évidemment, les raisons de ces extraordinaires accumulations de dettes étaient claires à l'époque. L'après-Deuxième Guerre mondiale a été mieux gérée et les nations ont pu surmonter cet endettement extraordinaire, en partie grâce à une remise coordonnée de certaines dettes de guerre et en partie grâce à l'inflation. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Murphy, ce débat politique perpétuel qu'on a autour de l'endettement de nos pays? Au bout du compte, c'est le citoyen qui paiera. Si vous prenez l'exemple de l'Irlande, après le crash financier, nous avons participé à un programme de renflouement. Nous avons pris en charge la dette de nos banques nationales à hauteur de 64 milliards d'euros. Et nous continuons à porter cette dette. Et avec en plus la dette que nous avons accumulée aujourd'hui à cause du Covid. Il y a des arguments en faveur de stocker la dette du Covid au niveau européen, de la retirer des bilans des États membres, qui luttent actuellement en plus contre l'augmentation des prix de l'énergie. Mais à la fin, c'est toujours les citoyens qui doivent payer la dette. Ce sont les Irlandais qui ont dû payer la dette des banques après la crise financière. Et nous continuons à la payer. Et partout en Europe, ce sont des citoyens qui font face à la dette. Quoi qu'il arrive, Michel Murphy, ce sont les citoyens qui payent, que ce soit le coût social ou le coût humain. Corentin, vous le disiez justement dans votre pourquoi. Oui, c'est un petit peu ce qui est arrivé en 2008. Alors, je parle sous le contrôle des économistes qui sont là, qui me corrigeront peut-être, ou je vais vulgariser un petit peu. Mais oui, il fallait sauver les banques. Alors, les États se sont parfois endettés, parfois surendettés pour les sauver. Et une fois surendettés, il faut continuer de payer les intérêts. Alors, ils se tournent parfois vers leur propre population. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, on voit des signes qui nous font un petit peu penser aux crises précédentes. On voit que la France emprunte désormais à 2%, l'Italie emprunte à 4%. Il faut bien comprendre que pour les États, ce sont des taux élevés. C'est une dette qui est très chère. Il y a quelques années, la France empruntait à 0%, voire à des taux... Il y a quelques mois, à des taux négatifs. Et donc, voilà, le problème risque d'être le même quand il faudra rembourser les intérêts des dettes précédentes. Ces États qui ont plus de mal à emprunter, vers qui ils vont à nouveau se retourner? Potentiellement vers nous. En tout cas, selon les membres de notre atelier, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en Europe. Ça nous fait peur parce qu'on a encore une mémoire très concrète de la crise de 2008. Il y a eu des lois qui ont été passées et des entreprises semi-publiques qui ont été créées pour justement transférer une grande partie de la dette privée des grandes entreprises et concrètement des grandes banques en Espagne vers l'État, en même temps qu'on faisait les coupures budgétaires. Donc, quelque part, finalement, ces dettes, c'est toujours les familles, c'est toujours les petites entreprises qui les payent. Avec le PGE, le prêt garanti par l'État, en France, on a eu très vite le sentiment que l'État autofinançait sa dette publique en endettant les entreprises. Puisqu'en fait, on nous a octroyé, je dirais même pas on nous a octroyé, on nous a quasiment obligés à prendre un emprunt. Mais cet emprunt
il servait d'abord à payer les charges de nos entreprises. Et quelles sont les premières charges de nos entreprises? C'est les charges salariales, les charges patronales, les taxes, etc. Donc l'État s'est autofinancé ses impôts et ses taxes un petit peu avec le PGE. Lars Feld, finalement, qui est responsable de ce niveau d'endettement? Est-ce que ce sont les États, les particuliers, les entreprises, ou est-ce que c'est un système? Eh bien, nous sommes typiquement face à une situation de crise qui mène à l'augmentation de la dette publique. Cette crise peut être de différentes natures. Cela peut être, comme dans la crise financière, l'effondrement du système bancaire. Cela peut être, comme maintenant, la crise Covid, puis le glissement vers l'étape suivante, une crise énergétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas ces crises qui génèrent un endettement plus important. En fait, si l'on regarde sur le long terme, nous avons une augmentation du taux d'endettement public en Europe depuis les années 70. Plus dans certains États, moins dans d'autres. Dans certains pays, on assainit de temps en temps. L'exemple de la France a été cité. Quand on a des taux d'intérêt bas, voire négatifs, que la croissance est à peu près correcte, c'est en fait à ce moment-là qu'il faut dépenser moins que ce que l'on gagne, afin de consolider le budget. Et ça, malheureusement, Roy Esteves, les États, quand ils se retrouvent dans des positions où ils seraient susceptibles d'assainir un petit peu leur dette, ils ne le font pas. Tout ça, c'est de la mauvaise dette, parce que c'est de la dette de fonctionnement, ce n'est pas de la dette d'investissement. Eh bien, ça dépend beaucoup du contexte historique réel dans lequel on se trouve. Les deux exemples que Lars vient de donner, la crise financière de 2008-2014 et la crise sanitaire du Covid, ne sont pas exactement des moments idéaux pour que les gouvernements se mettent en retrait de la dette publique ou la réduisent, non. Ce sont des dettes qui ont été contractées pour sauver l'économie, pour garantir la stabilité du système financier, pour permettre à la machine économique de tourner, pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner, pour que les gens puissent avoir un revenu à la fin du mois. Ce n'était donc pas exactement le moment idéal pour réduire le poids de la dette. Le déséquilibre qui a précédé la crise de 2007 était précisément un énorme accroissement de l'endettement. Pas seulement public, mais aussi privé. Des entreprises, des familles à travers le monde. Nous sommes précisément dans cette situation à nouveau, vous voyez. La dette mondiale continue de battre des records. Mais est-ce que, pardon, on a des pays dans le monde, je pense notamment au Japon, qui ont des dettes autrement plus importantes que la moyenne des pays européens? Est-ce que finalement c'est si grave d'être endetté, Lars Feld? Il ne s'agit pas simplement de dire si c'est grave ou non, mais quelles en sont les conséquences. Le Japon s'en sort avec un taux d'endettement de 260% du produit intérieur brut, car 95% de cette dette est détenue à l'intérieur du pays et concerne uniquement ses propres banques, sa propre banque centrale, ses propres caisses de pension. Nous sommes dans une situation tout à fait différente. Les États membres de la zone euro ont des ratios d'endettement intérieur plus faibles. Même l'Italie, avec une dette intérieure de 75%, est exposée au marché international des capitaux. Et c'est là qu'intervient la pression des taux d'intérêt lorsque l'endettement devient trop élevé à l'extérieur du pays. En effet, les conséquences sont toujours en trois dimensions. Soit on ne paye pas ses dettes, c'est-à-dire qu'on va vers une faillite de l'État et un défaut de paiement, et il faut restructurer la dette, comme le fait régulièrement l'Argentine, ou alors nous aurons une inflation plus élevée. Et la troisième possibilité est de consolider activement, de faire en sorte que l'évolution des recettes soit plus favorable que celle des dépenses en période de prospérité et non de crise. Et je crois vraiment qu'il faut se préparer à la prochaine crise afin de rester résistant, c'est-à-dire de garder sa poudre à canon sèche pour pouvoir tirer. Michel Murphy, l'Irlande a le taux d'endettement par citoyen le plus élevé d'Europe, c'est plus de 47 000 € par habitant. Est-ce que les Irlandais voient le spectre d'une crise de la dette telle qu'elle l'a connue il y a à peine une dizaine d'années maintenant? Oui, et les Irlandais sont inquiets. Mais l'Irlande arrivait très bien à honorer sa dette nationale très élevée jusqu'au Covid. Notre ministre des Finances a été clair à ce sujet. Nous pouvions honorer notre dette et emprunter à des taux très bas sur le marché. Mais cela voulait dire que nous ne pouvions pas investir cet argent là où il était nécessaire. Dans des secteurs comme celui du logement social. Nous avons une crise du logement en Irlande. Ou dans des secteurs comme la santé ou les transports publics. Le véritable problème est que, surtout au niveau européen, nous parlons de consolidation fiscale et d'union financière et bancaire. Mais qu'en est-il de la consolidation sociale? Oui, mais vous mélangez, si je puis me permettre, deux questions différentes. Bien sûr, les questions sociales, le bien-être des citoyens est l'objectif le plus important de l'Union européenne.
Maintenant, ce que j'aimerais peut-être savoir, c'est quel est votre plan. Parce qu'il ne suffit pas de dire « on ne peut pas se contenter de parler d'enjeux économiques et d'enjeux financiers et oublier les enjeux sociaux ». Ce qui est le plus important, c'est de comprendre comment l'un peut aider l'autre, n'est-ce pas? Malheureusement, on sait tous que mon propre pays a traversé une crise de la dette compliquée. Il a dû endurer un programme d'austérité. Mais la question est de savoir quelle serait l'alternative à l'austérité qui aurait permis au pays de se redresser et d'atteindre des niveaux de bien-être et de moindre inégalité sociale, si je puis dire. Oui, mais je voulais parler du manque d'investissement dans les infrastructures. Le logement, les transports publics, Internet au débit, la santé, l'éducation. Je prends maintenant l'exemple de l'Irlande, qui a conduit à faire augmenter les inégalités économiques parce que les logements et les loyers sont trop chers. Les prix de l'énergie sont maintenant trop chers. Et en termes de soins de santé, il n'y a que les personnes qui ont les fonds nécessaires pour acheter une assurance santé privée qui peuvent y accéder. Par exemple, au niveau européen, nous avons mis en place un dialogue entre les citoyens, car nous souhaitons qu'ils s'engagent davantage pour l'Europe et le modèle social européen. Puis-je faire une petite objection? Parce que c'est très important pour la discussion. Ce que nous payons dans le domaine de l'éducation, ce sont des salaires pour les professeurs, pour les enseignants et les enseignantes. Cela compte comme de la consommation, ce n'est pas un investissement. De même, dans le domaine de la santé, on pourrait dire que tout ce que nous payons en salaire au personnel est une dépense de consommation de l'État et non un investissement. Il est donc important pour moi de préciser cette différence, car on demande toujours plus d'investissement. Et puis on énumère toute la gamme des activités de l'État, et ça ne marche pas comme ça. Absolument. Mais construire une maison en pleine crise du logement, c'est fournir une maison à quelqu'un. Cela signifie que l'État ne paie pas le marché locatif privé pour loger cette personne ou pour construire un centre de soins de santé. Nous avons un défi à relever. Nous n'avons pas assez d'installations de soins de santé, d'installations physiques pour fournir des soins aux personnes. Il en va de même pour les écoles. Nous n'avons pas suffisamment de salles de classe. Donc oui, nous devons investir dans ce type d'infrastructure. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y aurait donc une mauvaise dette et une bonne dette qui permettrait des investissements de long terme et une dette de moins bonne qualité qui, elle, sert au fonctionnement de l'État et qui est une dette structurelle qui empêche à terme peut-être les dépenses sociales. Mais on a entendu tout à l'heure un de nos intervenants dans cet atelier que nous faisons en amont de chaque émission nous parler des prêts garantis par l'État qui ont été nombreux en fait à être distribués pendant la période du Covid. Et en Italie, justement, les entreprises doivent désormais le rembourser, mais plombées par l'inflation. Certaines n'en ont tout simplement pas les moyens et craignent désormais la faillite. Reportage d'Aglaé Milliard. Deux Baileys et 2 Sambuca pour la 8. Daniela Zanco est propriétaire de ce restaurant à Trévise. En juin 2020, elle a souscrit un prêt pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de Covid-19. D'un montant de 20 000 €, il était garanti à 100% par l'État. On a utilisé cet argent pour rattraper nos retards de paiement, les mois de loyers impayés, les cotisations sociales. Et puis j'ai aussi payé les courses, la marchandise pour le restaurant. Et on a remplacé un parasol qui était cassé. Et voilà. C'est tout. 2 ans plus tard, l'heure est au remboursement. La loi autorise les entreprises à solliciter leur banque pour obtenir un délai supplémentaire de 6 mois. Mais celle de Daniela n'a jamais répondu à sa demande et a commencé à prélever de l'argent sur son compte sans la prévenir. Quand j'ai reçu la lettre de la banque, je ne me suis pas énervée. Je me suis dit, bon, ils se sont trompés. Donc j'ai cherché à savoir ce qui s'était passé. J'ai appelé la banque, ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier s'ils n'avaient pas fait d'erreur. À ce moment-là, j'ai pensé que j'avais payé une échéance et qu'ils arrêteraient de me prélever ensuite. Et ça n'a pas été le cas. Le mois suivant, j'ai reçu un appel me disant que je devais approvisionner mon compte car il n'y avait pas assez pour rembourser le prêt. Là, ça a été la douche froide. Je leur ai dit, comment c'est possible? Vous m'aviez dit que vous alliez regarder si vous n'aviez pas fait d'erreur. Le mois dernier, ça a été prélevé. Mais je ne devais pas être prélevé. Et ils ont dit, ah non, mais maintenant, on ne peut plus rien faire. Voilà ce qui s'est passé. En Vénétie, l'association d'entreprises Veneto Imprese Unite monte au créneau. Sa vice-présidente craint la disparition d'une partie des commerces et reproche à l'État d'avoir interrompu trop tôt les mesures de soutien.
Si l'entreprise ne parvient pas à rembourser ses dettes, elle fait faillite. Elle fait faillite vis-à-vis de la banque. Il faut que ce soit clair parce que la banque peut se tourner vers l'État alors que l'entreprise, elle, ne peut pas le faire. Ces petites et moyennes entreprises, ce sont elles qui finalement font marcher le pays. L'État aurait dû mieux les protéger. Par exemple, les charges pour l'employeur ont été suspendues, mais elles ont été rétablies. Les impôts, on les paie tous, commerçants et citoyens. L'État aurait dû les geler, mais il les a rétablis. 94% des entreprises de la région comptent moins de 9 employés. Au printemps dernier, le Conseil régional a débloqué un fonds exceptionnel de 135 millions d'euros pour leur permettre d'accroître leur liquidité. Nous sommes allés plus loin que l'État en ce qui concerne l'accès au crédit. Nous avons fait en sorte que les banques puissent vraiment donner. Par exemple, vous demandiez 50 000 euros de prêt, vous aviez un taux zéro, vous ne payez aucun frais bancaire et en plus de ça, une partie était non remboursable car prise en charge par la région. On ne peut pas faire mieux. Fort de son succès, ce fonds régional a été rapidement dépensé et toutes les entreprises demandeuses n'ont pu en bénéficier. C'est le cas du restaurant de Daniela. Fin août, la propriétaire a dû reporter le paiement de ses charges afin de pouvoir rembourser sa 3e échéance de prêt. Alors, on vient de l'entendre dans le reportage. Si une entreprise ne rembourse pas son prêt, elle fait faillite, elle ferme. Est-ce que vous diriez que, à l'instar de ce qu'on voit en Italie, et c'est le cas aussi en France, Larsfeld, ces prêts garantis par l'État qui ont été consentis pendant la crise du Covid, c'est une bombe à retardement? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bombe à retardement, mais il est vrai que lorsqu'il faut rembourser et que l'activité n'a pas encore redémarré, il est difficile d'honorer cette tranche de crédit. Mais je suis un peu étonné que les emprunteurs soient surpris, car cela figure en principe dans le contrat. À partir de quand les intérêts et le remboursement doivent être payés pour un crédit? Donc à quel moment il va falloir commencer à payer? Et en conséquence, il faut faire en sorte d'être en mesure d'honorer ce crédit. Mais si l'entreprise en fait est face à une consommation qui n'a pas vraiment repris, c'est une charge supplémentaire qu'ils ne peuvent pas toujours encaisser. Oui, bien sûr. Bien entendu, il s'agit de coûts supplémentaires pour l'entreprise. Mais il doit être clair pour tous les entrepreneurs que cela ne peut pas durer. Je ne peux pas continuer à compter sur le fait que si une telle situation se produit, mes pertes seront prises en charge par la collectivité, par l'État. C'est ce qu'on a fait en Irlande avec la dette des banques quand il y a eu l'explosion de la bulle spéculative et qu'il a fallu aller sauver le tissu bancaire. L'État est venu à la rescousse de ces entreprises. Le gouvernement irlandais en a tiré des leçons. Pendant la crise du Covid, il a soutenu les entreprises et les citoyens, mais pas par des prêts. Parce que ce que le gouvernement a appris de la dernière crise, c'est le temps considérable qu'il a fallu aux entreprises pour se rétablir. Donc lorsque la crise du Covid a frappé, le gouvernement irlandais a adopté une approche différente de celle du gouvernement italien. Il a soutenu les revenus des citoyens et il a soutenu les entreprises en termes de subventions salariales pour que leurs employés restent salariés par l'entreprise jusqu'à ce que l'économie reprenne. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, cette dette qui est privée, elle finit par être rendue publique quand il faudra venir sauver ce tissu d'entreprise. Cette dette, il va falloir la rembourser. Et Corentin, comment? C'est une question justement qui s'est débattue longuement pendant notre atelier et une solution a émergé. Taxer les grandes entreprises. Oui, alors vous allez me dire, super, très original, c'est évident. Mais pourtant, c'est pas si évident, en tout cas si on en croit les chiffres qui sont donnés par la Commission européenne. Les géants du numérique, par exemple en Europe, paient 2 fois moins de taxes que les entreprises traditionnelles. Et pourquoi? Tout simplement parce que votre épicier, s'il veut payer moins de taxes, il ne peut pas déplacer son siège social en Irlande, alors que Google, Apple, Facebook... Eux, ils le peuvent, et d'ailleurs, ils le font, ils l'ont fait. Michel Murphy, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Et justement, c'est un problème, et ils ne sont pas les seuls. Selon l'économiste Éric Toussaint que nous avons reçu dans notre atelier, il est temps pour ces géants de passer à la caisse. Les États ont décidé de ne pas taxer ceux qui bénéficiaient de la pandémie, les grandes entreprises pharmaceutiques, les grandes entreprises du CAC 40, ils ont accumulé des bénéfices extrêmement importants.
sans contribuer au budget. Il faut augmenter les impôts payés par les grandes entreprises pharmaceutiques. Moderna, qui fournit des vaccins à la Commission européenne qui les a achetés, déclare ses revenus payés par l'Union européenne dans le canton de Bâle, en Suisse, pour payer grosso modo du 10%, du 12% d'impôts sur ces revenus. Il y a non seulement les grandes entreprises pharmaceutiques, mais il y a évidemment les entreprises des GAFAM, donc Google, Amazon, etc. Les industries d'armement vont faire d'énormes profits. Elles sont très puissantes en France et en Allemagne avec l'augmentation des dépenses militaires. C'est là qu'il faut aller chercher des revenus supplémentaires. Michel Murphy, taxer les bénéfices des grandes entreprises, des GAFAM, les Google, les Facebook, les Apple, qui sont pour beaucoup basés en Irlande avec un taux d'imposition qui défie toute concurrence autour de 12,5%. Est-ce que ça, c'est l'idée ? Oui. Eh bien, le taux d'imposition effectif en Irlande est considérablement plus bas que cela pour un grand nombre de ces entreprises. Mais ce que cela a généré, c'est un revenu exceptionnel en bénéfice de certaines entreprises en Irlande dont nous nous sommes servis pour financer des dépenses publiques récurrentes. Et si ces bénéfices exceptionnels disparaissent, ce qui arrivera à terme, alors nous aurons un gros trou dans nos revenus. Mais Lars Feld, pardon, ça paraît presque du bon sens que de taxer ces entreprises qui, effectivement, je parlais du taux nominal qui est de 12,5% en Irlande, mais les GAFAM, souvent, payent 0 ou 0,5% d'impôts. À un moment, quand les Européens font face à de telles crises, quand on voit le taux d'inflation, est-ce qu'il ne va pas falloir aller chercher l'argent là où il est ? Eh bien, c'est ce que les États essaient de faire depuis longtemps. Les GAFA payent des impôts, mais aux États-Unis. C'est là que se trouve la société mère et c'est là qu'elle paye. Par ailleurs, pour les entreprises basées en Europe, ce qu'a dit Éric Toussaint n'est pas vrai. Je peux confirmer très clairement que l'entreprise BioNTech, qui a développé le principe actif pour Pfizer et mis au point le vaccin et qui en détient la licence, a fait que grâce aux recettes fiscales tellement élevée qu'elle a générée, la ville de Mayence, où elle est implantée, a été libérée de toutes ses dettes du jour au lendemain. Alors Corentin, il y a une autre solution. Si on ne parvient pas à augmenter les recettes pour rembourser la dette, il ne reste plus qu'à baisser les dépenses publiques. Ça s'appelle l'austérité et ça inquiète largement les Européens. Oui. En tout cas, si on en croit une étude récente du journal européen de santé publique, les coupes budgétaires n'entraînent pas seulement un assainissement des comptes publics, mais aussi des conséquences sociales parfois délétères, on en a parlé. En 2008, elles auraient notamment entraîné une hausse du nombre de chômeurs en Europe, une hausse du nombre de sans-abri, une baisse de l'accès à la nourriture, une baisse de l'accès à la santé. Le taux de suicide qui était en baisse est reparti à la hausse en Europe. Le taux de dépression en Grèce a été multiplié par 3. On en a parlé avec Sofia Tsitsikiou. Elle est grecque, elle se souvient encore de cette période et elle parle pour son pays d'un stress post-traumatique. Durant ces années, il y a eu un démantèlement des services, des hôpitaux publics, des services de santé, qu'il n'y avait plus de personnel dans les hôpitaux, des cliniques étaient vendues dans le privé, le chômage était à 30%, même plus que ça. Alors 3 millions des citoyens, des Grecs, dans une population de 10 millions, n'étaient plus couverts de sécurité sociale. Ils devaient payer pour se faire hospitaliser ou pour recevoir leur traitement pharmaceutique, chose qu'ils ne pouvaient pas le faire. Il n'y avait plus d'argent. Alors, ces gens-là, ce 30% de la population qui ne pouvait plus recevoir leur traitement médical étaient tout à fait abandonnés dans les rues. Et même ils mouraient, ils se laissaient mourir. Des personnes qui avaient des maladies chroniques comme le cancer, des maladies cardiaques, le diabète. Ils se laissaient vraiment aller. Un pays qui s'est presque laissé mourir. Lars Feld, vous êtes tenant de ce qu'on appelle une forme de rigueur budgétaire. C'est même inscrit dans la constitution allemande. C'est la règle du zéro noir. Voilà, vous n'avez pas le droit de vous endetter particulièrement. Quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, l'Allemagne a été pour beaucoup dans le choix qui a été fait par la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, le FMI, le Fonds Monétaire International et la Commission Européenne de mettre en place ces plans. On se souvient aussi à l'époque des journaux allemands qui disaient aux Grecs « Vous avez un problème de dette ? Vendez vos îles ». Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans la rigueur qui a été mise en place en Grèce ?
Ce qu'il faut toujours garder en tête, je crois, dans cette discussion, c'est que si on en arrive là, comme c'est le cas en Grèce, c'est qu'on n'a pas su auparavant assainir le budget à temps. C'est précisément ce qui ne doit pas se produire. Ce que la Troïka a fait, c'est qu'elle est intervenue parce que le système financier n'était plus prêt à prêter à la Grèce. Cela signifie qu'en réalité, cette politique de la Troïka a permis d'éviter une austérité encore pire si on y réfléchit bien. C'est là le vrai sujet. Quand on sortira de la crise, il faudra veiller à ce que les dépenses n'augmentent pas davantage, c'est crucial. Donc, il ne s'agit pas de baisser les dépenses, mais de ne pas les augmenter, ou du moins de ne pas les augmenter autant que les recettes. Ensuite, on consolide, et c'est ainsi que l'on montre de la discipline budgétaire. Michel Murphy, qu'est-ce que ça vous inspire? En 2014, vous avez piloté un rapport justement sur le coût humain de la crise qui a touché l'Europe et particulièrement l'Irlande, qui a aussi été placée sous cette tutelle de la Troïka, BCE, FMI, Commission européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces débats autour de, bah oui, il faut bien un peu d'austérité pour remettre en état les finances publiques? Je pense que nous avons les preuves que cela ne fonctionne pas. Je veux dire, le FMI et la Commission européenne ont tous les deux déclaré que l'approche d'austérité qu'ils ont adoptée pour faire face au crash financier n'a pas fonctionné au niveau du coût humain et social que ces États membres essaient toujours de surmonter. Et c'est quelque chose qui pèse toujours sur ces États membres en termes de haut niveau de chômage. Le FMI, je vous coupe Michel, le FMI avait dit à l'époque que peut-être que le remède était plus fort que le mal. Absolument. Et si l'on regarde le contexte irlandais, le peuple irlandais a énormément souffert d'avoir dû porter le poids de la dette des banques et d'un processus d'austérité où il y a eu 2/3 de coupe dans les dépenses publiques. Dans les aides sociales pour les chômeurs, les retraités, les personnes handicapées, contre 1/3 d'augmentation de la fiscalité pour faire face aux défis à relever. L'Irlande en subit encore les conséquences. Dans notre grande consultation meg.org, Marina, 58 ans, fait une proposition choc. Elle nous dit il faut annuler la dette des États car ils ne pourront pas de toute façon rembourser. Alors finalement, Michel Murphy, c'est pas très compliqué. Allez, un coup d'éponge et ça repart. Ce n'est pas si facile que ça, mais nous avons fait campagne et nous continuons à le faire pour l'annulation de la dette des pays en développement. Par exemple, 60% des pays en développement dépensent plus d'argent pour le remboursement de leurs dettes que pour les soins de santé, et ce, en pleine pandémie mondiale. Vous en avez 1 sur 8 qui dépensent plus d'argent pour refinancer la dette que pour les services sociaux. Le Soudan du Sud, l'un des pays les plus pauvres du monde, dépense 11 fois plus pour refinancer sa dette que pour les services sociaux. Cela n'a aucun sens que les États membres de l'Union européenne et les pays européens fournissent une aide au développement à ces pays d'un côté et que de l'autre, la Banque mondiale finance ces pays pour qu'ils remboursent leurs dettes, ce qui va ensuite aux banques du monde développé. Cela n'a absolument aucun sens. La toute première chose à faire est d'annuler la dette des pays en voie de développement et de les laisser développer leur économie et leur société sans avoir à dépendre des aides pour survivre. Bon, Larsfeld, Michel Murphy, il faut l'entendre, à un moment, on voit bien que c'est un système d'étranglement, notamment des pays les plus pauvres. Le problème que nous rencontrons dans la restructuration de la dette des pays en développement et des pays émergents, c'est que l'on met typiquement en place des paquets de mesures qui, en définitive, permettent aux banques de ne pas trop perdre. Et cela signifie aussi qu'à long terme, il faudra quand même faire face à un endettement plus élevé. Ensuite, si les mesures de consolidation ne sont pas prises, cela ne sert tout simplement à rien. Un pays comme l'Argentine va de restructuration de dette en restructuration de dette et ne parvient pas à se redresser économiquement. C'est un problème que nous avons, c'est tout. Donc l'annulation des dettes n'aide pas vraiment. Rui Esteves, c'est... Annuler la dette, ça n'aide pas. Dans les deux cas différents dont on parle, j'ai aussi tendance à être d'accord avec Michel. Il faut trouver des moyens de réduire la dette, la perte et surtout le poids de la dette dans les pays les plus pauvres. Et on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Dans le cas particulier de l'Union européenne et de l'Europe, la proposition alléchante d'annulation de la dette détenue par la Banque centrale européenne est séduisante. Parce qu'elle donne l'impression de régler le problème des débiteurs sans nuire à personne. Parce que normalement, quand on parle de remise de dette, celui qui annule la dette doit avoir la capacité d'annuler. Et Lars faisait référence au problème de la dette grecque. L'un des problèmes avec le non-paiement de la dette, c'est qu'après, les créanciers s'en souviennent et qu'ils ne prêtent plus.
Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est que finalement, on est dans un dogme et il va bien falloir aussi faire en sorte de restructurer tout ça, de revoir un peu notre fonctionnement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir éclairés sur cette problématique extrêmement délicate et complexe de la dette. Merci, Corentin. Mais tout de suite, c'est notre grand entretien. Je reçois Philippa Chatit-Savrou, professeure de sciences politiques à l'Université d'Athènes. La Grèce est devenue un pays symbole de la crise de la dette. Noyée sous les créances, en proie à un cataclysme économique et social, placée sous tutelle par la Commission, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne pendant des années, elle en est sortie seulement l'été dernier. Pourtant, ce pays berceau de la démocratie vit encore dans l'angoisse de la dette, un sujet bien trop important pour le laisser aux seuls économistes. Pour Philippa Chatit-Savrou, professeure de sciences politiques de l'Université d'Athènes. Bonsoir Philippa Chatit-Savrou. Bonsoir Nora Armani. La Grèce est depuis près de 15 ans maintenant désignée comme le mauvais élève de la dette et enjointe par les institutions à limiter ses dépenses au nom d'un assainissement de son économie. À l'époque, au plus fort de la crise, je me souviens que ce pays faisait partie de ce qu'on appelait les pigs, les cochons, donc qui étaient les acronymes de Portugal, Italie, Grèce et Espagne. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est encore une faute d'être endetté ? Écoutez, le problème ne s'arrête pas à la Grèce en réalité. La Grèce était le symbole d'un pays européen surendetté. Mais il faut aborder cette question dans sa globalité, dans sa dimension européenne. Et malheureusement, malgré toutes les difficultés rencontrées par la Grèce ainsi que par d'autres pays, principalement les pays d'Europe du Sud, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que rien n'a changé. Nous continuons de discuter de la question dans les mêmes termes que ceux employés après le krach de 2007-2008. Je dirais donc que la Grèce reste le symbole d'une période difficile, mais cela ne nous a pas poussés à nous remettre en question et à essayer d'en discuter dans une dimension qui n'est pas seulement économique, mais qui doit aussi être sociologique, juridique et politique. Sinon, la question de la dette nous enfermera toujours, comme un piège. Mais alors justement, on parle de Schulden en allemand, qui signifie coupable. En Grèce, c'est créos qui peut se traduire par obligation. On a quelque chose de l'ordre du poids moral. Ça pèse aussi dans notre gestion politique de la dette. Oui, je dirais oui. On utilise souvent le terme « obligation morale ». Ce n'est pas vraiment une obligation morale, parce que si on essaie de voir comment fonctionne l'influence protestante dans l'ortholibéralisme, on a affaire en réalité à une culture moraliste. Pour le comprendre, il faut suivre le concept religieux du protestantisme, à savoir que lorsque quelqu'un travaille, il est récompensé. Celui qui est pauvre, c'est de sa faute. En d'autres termes, nous sommes dans une logique qui puise son fondement dans le concept libéral, dans la philosophie où la responsabilité individuelle est celle qui explique n'importe quel problème. On a d'un côté les saints, par exemple les pays du Nord, et de l'autre ceux qui vivent dans le péché, à savoir les pays du Sud. Et donc, on met en place un discours, je dirais, d'un racisme assourdissant, qui ne nous aide pas du tout à résoudre nos problèmes communs. Diriez-vous tout de même que l'exemple qu'a été la Grèce pour les Européens, le cataclysme économique et social que vous avez traversé, est aujourd'hui presque, je dirais, voilà, un exemple à ne plus suivre? Cela fonctionne de manière très paradoxale. La Grèce, c'est le mouton noir. Personne ne veut devenir comme la Grèce. Et donc, c'est le meilleur moyen de faire pression sur les autres pays et le reste des États pour qu'ils se soumettent à cette doctrine. Parce qu'il s'agit d'une doctrine qui a des références religieuses. Donc, nous ne sommes pas dans le cadre d'une société européenne qui peut penser avec discernement, pour ainsi dire. Nous fonctionnons en termes de dogmes. C'est très paradoxal par rapport aux valeurs fondatrices de l'Europe, celles avec lesquelles nous voulons agir aussi face aux autres forces que nous rencontrons dans ce monde en perpétuelle évolution. Ce qui se passe en Grèce, et ce n'est pas un problème spécifique à la Grèce, c'est que de plus en plus de biens publics sont gérés et managés par le secteur privé. Lorsqu'un pays est endetté, c'est très facile à faire. C'est donc un hold-up des grands acteurs économiques, des grands fonds d'investissement qui, justement parce qu'un pays est dépendant, peuvent plus facilement s'installer, contrôler et acquérir un rôle sur de grandes parties du territoire. Et ils peuvent accéder à moindre coût à ces ressources
ressources. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que vous nous dites, c'est qu'à la faveur de cette crise, on a vu la Grèce dépecée quasiment. On sait qu'une partie du port du Pirée a été rachetée par la Chine. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, la dette est un instrument politique au service d'une doctrine, d'une idéologie libérale, de telle sorte à quoi? À dépecer un pays? À l'affaiblir? Celui qui prête ne le fait pas parce qu'il apprécie l'autre ou parce qu'il est solidaire, comme certains nous le disent. Il prête selon une logique très précise que l'on appelle dans la terminologie anglo-saxonne « enlightened self-interest », ce qui veut dire dans son propre intérêt. À savoir, je te prête parce que cela m'intéresse, et pas seulement parce que je suis gentil avec toi. Le capitalisme n'a jamais été bon. Il n'y a rien de bon dedans. Penser que le capitalisme peut être moral est une notion très naïve. Il est évident que les marchés monétaires ne s'attendent jamais à récupérer l'argent qu'ils prêtent. Et ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès aux ressources d'un pays. Parce que quand le port du Pirée passe aux mains des Chinois, ou quand les chantiers navals en Grèce, en ce moment même, s'apprêtent à passer aux mains des Américains, ou quand demain la Compagnie des Eaux pourra passer à la Lyonnaise des Eaux, la société française, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu'ils peuvent avoir facilement accès à une main-d'œuvre pas chère. Et ils peuvent pousser à la réduction de la présence syndicale afin de ne pas avoir de revendications. De plus, ils ont un régime fiscalement favorable et donc un environnement très positif. Pourquoi ne pas en profiter ? Alors, l'anthropologue David Graeber a fait une somme absolument monumentale autour de l'histoire de la dette, dans laquelle il disait que la dette était un ferment de révolution. On se souvient qu'en Grèce, justement, Syriza, au pouvoir à l'époque, n'a pas pu enclencher cette révolution, n'a pas pu faire en sorte de lutter contre ce qu'on a appelé la troïka. La question démocratique, elle est centrale. Pour autant, même quand on avait le peuple avec soi, on n'a pas réussi. Est-ce qu'on ne peut pas lutter finalement contre ces instances? Ce qui s'est passé avec Syriza en Grèce a été très décevant. Cela a conduit beaucoup de gens à se détacher de la politique et à ne pas vouloir participer aux affaires publiques. David Graeber a écrit un livre incroyable que je pense tout le monde devrait lire, car il nous dresse vraiment cette vision économiste du débat sur la dette. Et en tant qu'anthropologue anarchiste, il a voulu présenter toutes les dimensions culturelles, sociologiques, anthropologiques de la question. Il dit aussi, et bien sûr c'est très intéressant, qu'en dehors de l'esclavage, la relation prêteur-débiteur présuppose que les deux parties soient égales, qu'il y ait un rapport d'égalité. Mais ça n'est pas vrai dans de nombreux cas, en particulier dans le cas de la Grèce, et aussi dans d'autres pays de la région du Sud, je veux parler du Portugal, et même de l'Italie dans sa situation actuelle. C'est précisément cette inégalité de pouvoir entre le créancier et le débiteur qui conduit à l'impossibilité de la démocratie. La démocratie ne peut pas fonctionner dans un environnement asymétrique. Faire la révolution suppose une autonomie, une autogestion, la capacité de pouvoir prendre de vraies décisions. Or, dans une relation centre-périphérie et une asymétrie de pouvoir, c'est tout simplement impossible. Justement, le débat sur la dette aujourd'hui, dans ce qu'on entend, dans ce que vous nous dites, ce débat sur la dette aujourd'hui, il serait fondamentalement antidémocratique. Quelle est la place du peuple ? On voit que on en fait un débat de spécialistes, d'économistes, de politiques. Comment est-ce qu'on remet les citoyens au centre de ce débat ? On ne pourra pas le faire si nous continuons à demander uniquement aux économistes ce qu'il faut faire de la dette. Il nous faut des sociologues, des juristes critiques, pas des institutionnels qui nous répètent ce que nous savons déjà. Il nous faut des anthropologues. Nous avons besoin de toutes les sciences sociales, je dirais, pour s'asseoir autour d'une table et redéfinir les termes dans lesquels nous discutons du problème. Sinon, on ne peut pas avancer. Bon, écoutez, merci. En tout cas, on voit à quel point cette question de la dette, elle dépasse finalement la stricte question économique. Merci beaucoup, Philippa Chatsis, c'est à vous d'avoir été avec nous. Voilà, 27, c'est fini, mais comme vous le savez, notre grande consultation continue. Vous êtes très nombreux à y participer et merci pour cela. Dans les prochaines semaines, nous discuterons de la 5G, des retraites ou encore du lien entre sport et politique. Alors, vous avez envie de débattre? Écrivez-nous. 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors, n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.